Citoyennes, citoyens, bonjour. Aujourd'hui, on va découvrir comment une expérience pourrait révéler l'existence du gravitino, une particule candidate pour expliquer la matière noire. On verra ensuite que la Dream Chaser prend du retard, que l'Europe se met au ravitaillement orbital et que l'Allemagne en particulier s'apprête à faire pleuvoir les milliards d'euros sur le spatial militaire. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Si vous nous regardez depuis l'étranger, vous aviez probablement déjà croisé ce message. Normalement, ce n'est pas le cas avec nos vidéos, elles sont disponibles partout. Mais il arrive qu'un contenu soit géobloqué sur YouTube ou sur d'autres plateformes, et si vous avez envie de le voir, c'est hyper frustrant. Et heureusement, la solution existe avec notre partenaire du jour, NordVPN. NordVPN est une solution simple et rapide pour contourner ces restrictions. En quelques clics, vous pouvez virtuellement changer de pays et accéder au contenu qui vous intéresse où que vous soyez. Les serveurs sont ultra rapides et stables, et vous pouvez profiter de vos vidéos, séries et sites préférés sans ralentissement. Et ce n'est pas tout, NordVPN ne se contente pas de masquer votre localisation. Il vous protège aussi activement contre les menaces en ligne grâce à sa protection anti-menace pro. Concrètement, cela veut dire que si vous téléchargez un fichier, il est automatiquement analysé pour vérifier qu'il ne contient pas de malware. Si vous cliquez sur un lien douteux, l'outil bloque l'accès avant même que vous ne tombiez dans un piège. Un exemple très courant, ce sont les fausses boutiques en ligne. Elles ressemblent à de vrais sites marchands, mais leur objectif est uniquement de voler vos informations bancaires. Avec protection anti-menace pro, ce genre de menace est détecté et stoppé net. Lors d'un test comparatif, la solution s'est même classée parmi les meilleures devant plusieurs logiciels spécialisés en cybersécurité. Pour profiter de tous ces outils, NordVPN vous offre 4 mois supplémentaires sur l'abonnement de 2 ans avec une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Si ça vous intéresse, je vous oriente vers le lien qui est en description sous la vidéo et nous, on retourne aux actualités spatiales. Depuis plus d'un demi-siècle, la cosmologie est confrontée à un problème de taille, la matière noire. Les grandes structures de l'univers apparaissent beaucoup plus massives que ce que leur luminosité laisse supposer. Elles semblent avoir un pouvoir gravitationnel bien plus fort que ce qu'on pourrait calculer à partir de leur nombre d'étoiles, ou de leur trou noir supermassif. C'est comme si elles comportaient une grande quantité de matière invisible. Ces dernières décennies, des dizaines, peut-être des centaines de pistes ont été explorées pour expliquer cet étrange comportement. Nouvelle théorie de la gravitation, objets cachés ou encore nouvelles particules qui répondraient à ces étranges propriétés, beaucoup de masse mais autrement peu ou pas d'interaction. Le champ de la physique des particules est celui qui a été le plus fécond. Il a produit plusieurs candidats qui malheureusement semblent enchaîner les déceptions. Ces dernières décennies, il y a ainsi eu un gros effort de recherche expérimentale sur les WIMPs, des particules hypothétiques qui seraient massives mais autrement quasi invisibles, faute d'interaction. Des expériences ont été montées spécialement pour trahir leur présence, mais sans succès. S'ils existent, les WIMPs savent définitivement bien se cacher. Plus récemment, on a vu un regain d'intérêt pour les actions d'autres particules hypothétiques théorisées dans les années 70, puis un peu oubliées avant d'être ressorties des placards. Des expériences sont en cours, mais là aussi les premiers résultats ne sont pas très encourageants. En parallèle de ces efforts, d'autres théories cherchent donc à se faire une place au Soleil. C'est le cas d'une autre particule hypothétique qui va nous intéresser aujourd'hui, le gravitino. Alors non, il ne s'agit pas du cousin brésilien du graviton. Le gravitino est prédit par une théorie qui a elle aussi quelques décennies et qui fait partie d'une tentative pour résoudre un des autres gros problèmes de la physique fondamentale, l'unification de la mécanique quantique et de la relativité générale. La théorie de la supergravité n égale 8 propose ainsi un cadre qui permettrait de décrire une version quantique de la gravité et des particules et champs connus de la mécanique quantique. C'était une théorie en vogue avant la théorie des cordes. Bref, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que la supergravité n égale 8 prédit donc l'existence du graviton et de 8 gravitinos. Et ces gravitinos sont prévus pour être massifs, très massifs. Dans certaines versions de la théorie, ils seraient même des milliards de fois plus massifs que les protons. Ils sont donc naturellement devenus un candidat pour la matière noire avec deux problèmes majeurs. Le problème, c'est qu'ils sont presque trop massifs. Entendez par là que s'ils existent, on devrait s'attendre à observer plus de matière noire.
L'autre problème, c'est qu'ils sont porteurs d'une charge électrique, ce qui devrait les faire interagir avec le reste de la matière. Ils ne devraient donc pas être si invisibles que ça. Certains chercheurs les gardent cependant dans un coin de leur tête, et avec les échecs des WIMPs et des actions, la tentation de les ressortir du placard commence à émerger. Surtout que des dispositifs expérimentaux commencent également à apparaître. Comme les gravitinos sont ultramassifs, ils devraient être très rares pour expliquer la matière noire. Dans le système solaire, on s'attend à une densité d'un gravitino pour 10 000 km3, ce qui rend la détection presque impossible. Seulement, il y a d'autres particules qui sont difficiles à détecter, les neutrinos, et pour attraper ces derniers, on construit des détecteurs de plus en plus grands. C'est actuellement le cas en Chine, avec la construction de l'observatoire pour neutrinos Juno, un immense bassin rempli de 20 000 tonnes d'un liquide synthétique et bardé de capteurs. Il doit pouvoir capturer les rares interactions de neutrinos, et en prime, des chercheurs européens pensent qu'ils pourraient dévoiler le gravitino. Ils ont publié un papier pour expliquer les signatures qu'il faudrait chercher. Voilà donc une piste supplémentaire qui pourrait déboucher dans les années qui viennent. Comme beaucoup de problèmes de la physique moderne, la matière noire fait l'objet d'une quantité incroyable de travail théorique qui n'est suivi que beaucoup plus doucement par le travail expérimental. Ce dernier suit toutefois son cours et il nous offrira peut-être la signature, la détection qui permettra enfin d'avancer sur cette épineuse masse manquante de l'univers. Depuis les débuts de la chaîne, j'ai fréquemment exprimé mon attachement à la navette Dream Chaser. J'y vois un projet un peu différent, une esthétique séduisante et la chance de voir émerger un nouvel acteur majeur, Sierra Space. La Dream Chaser est une petite navette spatiale conçue dans un premier temps pour le fret, mais qui a des dimensions suffisantes pour accueillir éventuellement un équipage. Le projet est en développement depuis 20 ans et normalement on touche au but. Une mission était prévue à destination de l'ISS pour cette année. Les nouvelles qui arrivent ces derniers jours ne sont cependant pas très bonnes. Le premier vol est maintenant prévu pour fin 2026 et il ne doit plus s'amarrer à l'ISS. C'est la NASA qui a apparemment des inquiétudes. Aucune raison officielle n'a été communiquée, mais le média Ars Technica indique sur source confidentielle que c'est le système de propulsion qui poserait souci. Il est composé de dizaines de micropropulseurs et n'a pas encore été certifié par l'Agence spatiale américaine. On peut légitimement comprendre ces inquiétudes puisque la Station spatiale internationale a connu quelques incidents ces dernières années liés à des micropropulseurs. En 2021, le module russe Nauka a été rattaché à la station et très rapidement, une erreur logicielle a mis à feu ses propulseurs de manière chaotique, mettant toute la station en rotation. Plus récemment, c'est le vaisseau Starliner qui a connu des problèmes importants de propulsion, ce qui a vu son équipage bloqué en orbite pendant des mois, avec un impact sur toute l'organisation des missions suivantes. La NASA semble donc avoir des doutes et ne souhaite pas prendre de risques avec la Dream Chaser. La navette fera donc l'année prochaine une démonstration de vol libre en orbite sans rendez-vous orbital. Pour Sierra Space, le calendrier commence cependant à poser problème. La Station spatiale internationale doit être désorbitée autour de 2030. Arriver avec une capacité de ravitaillement en 2026, c'est donc déjà tard. Mais si ce premier vol ne permet même pas de qualifier le vaisseau pour les opérations à destination de la station, cela veut dire que les opérations réelles commenceront encore plus tard, 2027 voire 2028, si le moindre problème est détecté lors de la mission d'essai. Tout comme pour le Starliner de Boeing, cela ne laisse pas beaucoup de place pour remporter des contrats de ravitaillement auprès de la NASA. L'entreprise a donc tout intérêt à se tourner vers d'autres débouchés. Peut-être des ravitaillements pour les futures stations privées ou des vols libres qu'elle pourrait vendre à l'armée américaine. C'est un modèle qui semble de plus en plus intéressant pour les industriels. On le voit par chez nous avec Dassault, qui continue de travailler sur une petite navette automatique pour application de défense. Côté station privée, tout le monde ou presque s'attend à du retard, donc à une rupture capacitaire entre la fin de la Station spatiale internationale et le début de la nouvelle génération. Possiblement quelques années où il ne serait plus possible pour les astronautes occidentaux de séjourner en orbite basse, plus de quelques jours. L'acteur qui pourrait bousculer ce pessimisme, c'est Vast. Souvenez-vous, on leur a consacré un dossier de l'espace il y a quelques mois. Ils développent très rapidement une station assez simple qui exploite par exemple les systèmes de support vie de Dragon. Ils espèrent pouvoir la lancer l'année prochaine. Dénommée Haven 1, elle bénéficie d'un contrat de lancement pour mai prochain. Elle est pensée pour mener 4 missions de 2 semaines réparties sur une durée de 3 ans. On est loin des capacités de l'ISS, mais c'est une première preuve de concept qui pourrait séduire la NASA.
De l'autre côté de l'Atlantique, l'ESA a publié la semaine dernière une vidéo très intéressante qui nous montre une vision future assez ambitieuse et cohérente. On y voit des lanceurs réutilisables, des remorqueurs spatiaux, des missions vers la Lune et Mars, et surtout une drôle de plateforme dénommée Odyssey. Il s'agit d'une station de ravitaillement orbital, ce qu'on pourrait grossièrement qualifier de station-service spatiale. Et la stratégie qui va avec est encore plus intéressante. Une mission type nous est présentée avec un lanceur lourd qui largue sa charge utile en orbite basse, pour optimiser la réutilisation et donc les coûts. C'est ensuite un remorqueur qui vient récupérer cette charge utile pour l'emmener vers son orbite finale. Il prend ensuite la route d'Odyssey, notre station-service, pour refaire le plein. Avec ce mode de fonctionnement, il est possible de penser des lanceurs super lourds optimisés pour seulement 2 missions, aller en orbite basse et ravitailler Odyssey. Pas besoin d'étages supérieurs ultra performants réallumables pour tous les profils de mission. Il faut simplement optimiser le coût du kilo en orbite basse et le coût du litre d'ergol vers Odyssey. Tout le reste, les remorqueurs peuvent s'en occuper. C'est un modèle qu'on a pressenti depuis quelques années sur la chaîne, et je suis content de voir que c'est une direction qui semble intéresser l'ESA. On attendra d'en apprendre un peu plus sur cette station encore mystérieuse. Peut-être l'occasion de voir des réservoirs zéro boil-off se développer en Europe. Sur cette vidéo de l'Agence spatiale européenne, on peut également distinguer la Gateway en orbite lunaire. Cette station spatiale est pour le moment intégrée au programme Artemis. Elle représente une grosse partie de la contribution européenne à l'effort de retour sur la Lune. La Gateway semble en sursis en attendant un budget définitif de la NASA. L'Agence spatiale américaine avance tout de même dans ses plans lunaires, avec même une bonne nouvelle la semaine dernière. La mission Artemis 2, le vol spatial habité le plus ambitieux depuis un demi-siècle, est maintenant prévue pour février 2026, dans moins de 6 mois donc. Au cours de cette mission, un équipage de 4 personnes va embarquer dans le vaisseau Orion pour un lancement sur le SLS, le lanceur super lourd de la NASA. Ils seront envoyés en orbite lunaire avant de retourner sur Terre. C'est un peu une répétition générale sans atterrissage sur la Lune. Dans la bonne tradition de la NASA, le vaisseau Orion qui servira pour la mission a reçu un nom soulignant une qualité humaine. Il se nommera Integrity. On connaît également l'équipage de la mission, Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch et Jeremy Hansen, 3 Américains et un Canadien. C'est un signe encourageant qu'Artemis reste pour le moment un effort international. Il faut probablement s'attendre à du retard. La fenêtre de tir s'ouvre le 5 février, mais je ne serais pas étonné qu'on ajoute quelques semaines ou quelques mois à cette date. Après tout, les retards ça fait également partie des traditions de la NASA, et même de tout le secteur spatial en général. On rappelle les inquiétudes concernant le bouclier thermique d'Orion. Sur la mission Artemis 1, il a connu une dégradation plus importante que prévu. Il a tout de même survécu à la mission, donc en théorie on est bon. Seulement là, on n'a pas le droit à l'erreur avec 4 personnes à bord. Voilà qui nous promet en tout cas une belle échéance pour l'année prochaine. On va pouvoir vous partager cette aventure incroyable, probablement via 1, 2 ou 3 lives. La mission va durer 10 jours après tout. De retour en Europe, on commence enfin à débloquer les gros sous, mais pas forcément là où on l'attendait. L'Allemagne vient ainsi d'annoncer qu'elle allait injecter 35 milliards d'euros dans le spatial militaire d'ici 2030. C'est 2 fois le budget annuel de la NASA, excusez du peu. Alors rappelez-vous, depuis le début de l'année, on vous dit que le New Space européen, s'il veut survivre, a peut-être plus intérêt à courtiser les armées que l'ESA, ou les agences nationales. Les programmes d'armement ont malheureusement un budget en forte hausse, là où les autres postes de dépenses des États européens sont sous contrainte. Le pactole allemand va concerner plusieurs domaines. La surveillance de l'espace, la protection des télécommunications, les constellations, la capacité de lancement et un nouveau centre d'opération des satellites militaires. De quoi booster tout l'écosystème du pays et peut-être du continent. Car en effet, Berlin ne va pas pouvoir envoyer ses futurs satellites espions avec Isar Aerospace ou RFA, ou du moins pas tout de suite. La confiance en l'allié américain est également au plus bas. La solution SpaceX, longtemps privilégiée par les Allemands, a donc du plomb dans l'aile. C'est ainsi qu'on apprend que les prochains satellites de télécommunications militaires du pays partiront sur Ariane 6. Le contrat a été annoncé le 24 septembre. Il inclut 2 vols vers l'orbite géostationnaire. Avec la tendance que prend la géopolitique mondiale et l'injection massive de liquidités dans le spatial militaire, Ariane 6 va peut-être se trouver quelques années beaucoup plus prospère qu'auparavant imaginé. Attention toutefois, les lanceurs lourds de la concurrence, notamment allemande, se préparent dans l'ombre, et Berlin pourrait vite décider de donner une préférence nationale à ces dizaines de milliards.
Et voilà qui boucle notre épisode d'actualité pour cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 4 mois supplémentaires sur l'abonnement de 2 ans à NordVPN en passant par le lien qui est en description. N'hésitez pas à partager vos questions et remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter aussi la description pour retrouver nos sources. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.